Voilà, bonsoir à tous. Voilà, donc ce soir je suis là pour vous parler d'intelligence artificielle et d'éthique. L'objectif c'est un peu de savoir si l'intelligence artificielle peut être éthique et comment. Donc je vais rapidement me présenter, même si voilà, Pierre l'a fait. Donc voilà, moi j'ai une base en master statistique et business intelligence. J'ai commencé en tant que consultante, chef de projet SAP BI. J'ai ensuite créé et géré une filiale d'une petite société de services en Belgique. Et donc, depuis 2015, j'ai créé la société Valkuren, qui depuis 2 ans, on a vraiment réorienté notre cœur de métier, qui est vraiment la data. Donc, on se présente comme une entreprise data tech, spécialisée donc, dans la mise en valeur des données pour les entreprises, à travers la data analytics, data science et intelligence artificielle. Voilà, donc je participe à différents groupements au niveau start-up, bien jeune, la dominance numérique, mais aussi j'ai participé au lancement de la formation AI Black Belt à Bruxelles et en Wallonie. Et voilà, je participe à la réflexion du groupement AI for Belgium, aussi sur Bruxelles. Voilà un petit peu. Pour un petit peu avoir un petit aperçu de la salle, on va dire la plupart sont étudiants, donc je dirais ceux qui ne sont pas étudiants, peut-être lever la main pour que j'ai un petit aperçu de la répartition. Ok, merci. Voilà. Donc, c'est qu'on va un petit peu parcourir. Donc, on va parcourir rapidement, voilà, les définitions. On va faire un petit état des lieux. On va un petit peu se questionner. Et on va voir s'il existe aujourd'hui des règles, et puis voilà, comment faire dans le futur. Donc aujourd'hui, on a l'éthique et l'intelligence artificielle, et on peut se demander si ces deux termes peuvent aller ensemble. Est-ce qu'on peut donner de l'éthique à un objet sur lequel on aurait amené de l'intelligence? Alors, on peut dire donc l'éthique, c'est quoi? C'est vraiment la science de la morale. Donc c'est vraiment les différents paramètres philosophiques qui peuvent amener la morale pour un individu, pour une personne. L'intelligence artificielle, je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. Hein. De manière générale, c'est l'automatisation. C'est un mot-clé, un buzzword aujourd'hui, qui comprend un petit peu un large spectre qui concerne aussi le machine learning, le deep learning, etc. Alors, ces deux choses peuvent, pour moi, être liées. Et la question, c'est de se demander comment. Alors, Monsieur Pierre Manbach m'a invité ici, et j'en suis ravie, je suis ravie de parler de ce sujet. Mais pour être complet, en fait, on aurait pu être 3. Parce que il aurait fallu réellement une personne à base scientifique, mais pour parler de ce sujet, il aurait fallu aussi une personne qui comprenne et qui interprète, qui connaisse très bien la philosophie, mais aussi une personne qui connaisse très bien les lois, tout ce qui est droit. Parce que tous ces paramètres ensemble vont permettre de définir si oui ou non on peut adapter de l'éthique à l'intelligence artificielle et comment on peut le faire. Voilà un petit peu, on va dire, le grand large spectre qu'on va aborder. Alors, au niveau basique, pour ce qui concerne la gestion des données, on a réellement 3 modèles à travers le monde. On a les États-Unis, qui sont un modèle très libéral. Il faut faire du business, il faut faire de l'argent avec les données. Et donc, principalement, on arrive à les récolter très facilement, on peut les stocker et on peut les vendre. Alors, on prend souvent l'exemple lorsqu'on fait un test ADN, où on peut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie derrière, etc. Mais ces données qui sont enregistrées, eh bien, elles peuvent être aussi revendues à des compagnies d'assurance. Et donc derrière, ça sert aussi à modéliser différents paramètres pour établir des montants plus ou moins importants en ce qui concerne les assurances. Alors, on a à l'extrême, l'autre extrême, pour nous, on a la Chine. Et la Chine, alors là, ça se passe un petit peu différemment aussi, parce que la donnée, elle appartient à qui finalement? À l'État.
On a un peu le spectre de la série un petit peu Black Mirror, où on a du social scoring qui est attribué à chaque individu. Et donc, en fait, bien dans ce cadre-là, la donnée, elle est aussi enregistrée, elle est aussi revendue, plus ou moins, mais tout est stocké par l'État. Et donc, c'est l'État qui va un peu gérer toutes ces données et voir comment les vendre et les analyser pour vous donner ou pas des droits en tant qu'individu. Alors tout ça, ça pose un problème aussi, on va dire, de géopolitique globale, dans lequel l'Europe, finalement, essaye de trouver sa place. Et aujourd'hui, nous, au niveau de la gestion des données, on a fait le RGPD. Voilà. Bonsoir. Alors, nous en Europe, on est vraiment liés au RGPD. Qu'est-ce que c'est réellement? Alors, ça veut dire quoi le RGPD concrètement? C'est-à-dire que l'individu a le droit d'être responsable de sa donnée, et la personne qui va l'analyser ou la demander, en fait, elle est censée prévenir l'individu, mais derrière, il faut cette donnée elle soit anonymisée. Et la donnée, elle est liée au RGPD par l'endroit où la donnée est récoltée. Donc elle n'est pas liée forcément avant, c'était plus lié à tout ce qui était où était stockée la donnée. Donc si la donnée était stockée aux États-Unis, on pouvait faire ce qu'on voulait avec vos données. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Si vous êtes européen, si vous êtes sur le territoire européen, que ce soit une entreprise normalement basée aux États-Unis, en Europe ou en Chine, vous avez les mêmes droits via le RGPD. Alors après, c'est plus ou moins facile de le faire appliquer. Concernant les États-Unis, des sociétés comme Facebook, Bloomberg ont dû adapter tous leurs algorithmes aussi à cause du RGPD défini en Europe parce qu'ils utilisaient des données européennes liées à des individus européens. Donc ça, c'est une base importante à connaître. Donc nous, au milieu de ce jeu, on essaye un peu de se démarquer, on essaye de voir un petit peu comment on peut établir des règles, on essaie de se mettre un petit peu en juge au milieu de tout ça. Et on va voir que ça entraîne différentes choses. Mais pour ma part, personnellement, je considère que le RGPD, c'est bien, la régulation, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça vienne stopper la volonté et les possibilités de tout ce qui est entreprise en Europe, parce que sinon, comparé au GAFA et au BATX, on ne va pas pouvoir avancer assez. Alors, moi, je baserais plutôt sur une proposition où on met en place des chartes, des labels, et on va voir comment un petit peu avancer là-dedans, sachant que l'IA, les données, c'est la base de l'IA. Donc, à partir de ces données, on peut définir une IA plutôt sur un certain modèle ou sur un autre modèle, comme la Chine, où là, on est vraiment contrôle fric et on surveille tout le monde. Alors, on peut se demander si l'IA, c'est notre ami ou notre ennemi. Et on va voir qu'il y a différentes applications. L'IA, c'est très bien pour automatiser. Donc, tout ce qui est processing, chaîne de montage, etc., tout ça, on arrive à bien gérer. Tout ce qui est prédictive, prescriptive maintenance, donc tout ça, on arrive à très bien faire parce qu'on utilise très bien les données. Donc ça, c'est bien, ça participe à l'évolution de l'industrie, à la sécurité des personnes. Donc ça, c'est intéressant. On arrive à optimiser. Donc ça, c'est bien aussi. On arrive à surveiller. Et attention, là, on va rentrer aussi sur un domaine un petit peu particulier. Surveiller, c'est utiliser les données pour pouvoir surveiller les personnes, surveiller les gens, mais jusqu'à quelle limite? On arrive à automatiser et à générer des solutions avec sur des jeux,
et on arrive, ce qui est très très bien, je pense, on arrive à aider les humains, donc via des prothèses, via des personnes pour aider les aveugles, les personnes âgées, donc on va dire c'est l'IA qui vous veut du bien. À côté de ça, on peut avoir tout ce qui est hacking, qui peut se développer et qui peut poser problème, on va dire, dans tout ce qui est, dans tous les algorithmes qui sont développés, et qui peuvent être utilisés à mauvais escient. On parlait de la sécurité, mais ça c'est plutôt le bon côté, et à contrario, on peut avoir ce qui est donc les robots autonomes pour aller tuer. Et donc là, je crois que il y a un groupement aux États-Unis, un groupement de scientifiques qui a déposé une motion à l'ONU pour pouvoir interdire cette possibilité-là. On a le deepfake, donc vous avez peut-être récemment entendu parler. Hein, c'est prendre l'image d'Obama et lui faire dire ce qu'on veut. Il faut savoir qu'on peut avoir aussi donc, la même chose avec la voix. Il suffit d'1 minute de votre enregistrement vocal pour pouvoir vous faire dire ce que vous voulez. Donc, il faut faire attention à ce qu'on utilise derrière. Et mon dernier point, c'était attention à la manipulation insidieuse. Alors, par rapport à cela, on a différents axes. Il y a des choses qu'on appelle le nudging, donc c'est un petit peu ce qu'on appelle en français le coup de pouce, coup de coude. C'est utilisé dans le marketing, c'est utilisé dans différentes choses. En fait, on va essayer de pousser, de manipuler les gens de manière douce et silencieuse pour leur faire faire certains choix, certains achats, certaines dépenses ou certains votes peut-être. Mais donc, il faut faire très attention à cela parce que via ce biais-là, en fait, via cette chose-là, on met en place et on incite à développer les biais inconscients qu'on a, nous, humains. Et donc, ça m'amène sur mon point suivant, qui sont l'importance des biais cognitifs dans la mise en place des algorithmes liés à l'IA. Donc, bon, je n'ai pas détaillé tout ça parce qu'en fait, on a au moins 250 biais qui ont été répertoriés. Donc ça, c'est les biais cognitifs qu'on a tout être humain. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un biais cognitif, c'est je vais dans un magasin, je vais choisir le premier objet que j'ai à portée de main, parce que c'est plus simple. Ou je vais faire comme mon voisin, parce que c'est cool de faire comme mon voisin. Ou je vais penser d'une certaine façon, ouais, les data scientists, c'est que des hommes. Ouais, voilà. Donc on va avoir différents biais cognitifs qui vont se mettre en place. Et un des exemples intéressants, je trouvais, c'est un exemple, peut-être vous connaissez, c'est un compte Twitter qui a envoyé 96 000 tweets en 8 heures. Donc c'est très rapide. Hein. Ce compte Twitter, c'est Microsoft qui avait créé son intelligence artificielle, Tay, et donc qu'il a créé en disant on va créer une intelligence artificielle qui va apprendre à communiquer à partir de ce qu'elle apprend sur Twitter. Alors, au départ, c'était très très gentil. Et puis, petit à petit, c'est devenu assez méchant. Et encore, j'ai envie de dire, c'est les messages les plus gentils. Parce qu'on a dévié vers des messages nazis, homophobes, voilà. Et donc, au bout de 8 heures, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la machine a complètement déliré. Et donc, Microsoft a dû stopper Tay, supprimer le compte et s'excuser auprès de toutes les différentes communautés. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer que la machine, elle est censée apprendre des humains. Et forcément, les humains, on n'est pas forcément tous bons dans tous nos messages tout le temps. Et ça montre la dérive que l'intelligence artificielle peut avoir. Si on montre le monde comme les Américains peuvent le voir, on va dire de manière exagérée, eh bien le monde,
l'intelligence artificielle créée par les États-Unis de manière extrapolée pourrait être un petit peu bizarre. Voilà. Donc c'est vraiment des stéréotypes très très simples montrés par les États-Unis. Maintenant, heureusement, on en a conscience. Donc on essaye de faire évoluer les choses. Mais par exemple, aujourd'hui encore, si je tape... Alors en anglais, ils ont corrigé, ils n'ont pas encore corrigé en français. Si je tape PDG sur Google, je vais voir des hommes blancs d'un certain âge en costard-cravate. Je ne vais pas trop voir de minorités ethniques, pas beaucoup. Je ne vais pas voir de femmes, ou sinon tout en bas. Et je ne vais pas voir de gars en t-shirt, parce que même Mark Zuckerberg ici, il a un costard-cravate. Donc ça reprend un stéréotype basique qu'on peut avoir d'un PDG. C'est la même manière pour les nurses. Donc en anglais, si on tape nurse sur Google aujourd'hui, on voit pas trop d'hommes qui sont infirmiers. Pourtant, il y en a beaucoup. Donc tout ça, c'est des exemples qui montrent qu'on a des biais cognitifs qui se génèrent dans nos algorithmes, les algorithmes que l'on peut écrire, que l'on peut utiliser. Et donc il faut en avoir conscience. Parce que ça fait partie de l'environnement IA qu'il faut appréhender de manière globale. Il y a un autre biais qui est important de connaître, c'est le biais statistique. Alors, je pense que peut-être vous l'avez déjà abordé. Mais le biais statistique, c'est quoi? C'est on donne à notre IA, à notre algorithme, des données pas bonnes. Et ce qu'il en ressort, c'est des modèles qui sont pas bien utilisables ou qui sont dérivés avec plein de choses qui ne sont pas forcément pertinentes. C'est le garbage in, garbage out, mais ça part de la base de données que vous avez au départ. Donc l'important ici, c'est qu'il faut savoir quelles données vous allez mettre dans votre modèle pour pouvoir construire votre modèle statistique et mettre en place votre IA. Donc ça, c'est très important à bien prendre en compte toute la base que vous allez utiliser. Puis, il y a un dernier biais, qui est le biais économique. Et ça, c'est effectivement plus au niveau des moteurs de recherche, les entreprises comme Amazon, Google, qui vont mettre en avant les produits que eux vendent, et pas forcément les meilleurs sur le marché. Donc, ça va être, par exemple, si je veux acheter un paquet de lessive, qu'est-ce que Amazon va me remonter plutôt les produits sur lesquels il a une meilleure marge et pas forcément celui qui lave le mieux. Donc voilà, donc ce sont des biais qu'il faut prendre conscience, il faut en avoir conscience pour pouvoir les appréhender au mieux. Et donc, en fait, par ce biais-là, je veux présenter aussi le fait qu'une intelligence artificielle, ça se construit, ça s'éduque, comme un enfant, comme un étudiant. Et donc, on ne peut pas laisser tout faire tout le temps. Donc, il faut lui donner des guidelines, il faut l'encadrer. Et petit à petit, lui laisser trouver son chemin avec ce cadre établi. Alors, par exemple, on a le cas de la voiture autonome, où on a par exemple, je pense que vous connaissez, on a une voiture autonome qui existe, qui roule, qui a des passagers dedans, et les passagers qui vont, et des passants qui vont traverser la route. De l'autre côté, un mur en béton. Le choix est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais décider de programmer ma voiture autonome pour sauver le conducteur et donc écraser les gens sur le passage piéton? Ou est-ce que je vais programmer ma voiture autonome de sorte à ce qu'elle tue le seul passager de la voiture? Alors, par exemple, vous avez votre famille dans la voiture
et vous avez des super ingénieurs qui traversent la route. Qu'est-ce que vous choisissez? Qui vous sauvez? Mais c'est un choix, c'est un choix impossible à faire. C'est un choix impossible à faire parce que on ne sait pas. C'est pas à nous de décider. On ne peut pas décider. On ne peut pas savoir qui on va sauver. Est-ce qu'il est préférable de sauver une personne âgée ou de sauver un jeune dans la voiture? Ben, en Europe, on va dire qu'il vaut mieux écraser la personne âgée. Bah oui, parce qu'il a moins de temps à vivre, il nous coûte encore de l'argent, il produit rien, donc bah, écrasons la personne âgée. Mais en Asie, si on se place de leur point de vue à eux, ils vont nous dire non, la personne âgée, on la respecte. Parce qu'elle a un parcours, elle a un vécu, elle a des choses à nous apprendre. Et donc, on ne va pas l'écraser. Donc, tout ce questionnement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tout ce questionnement autour de l'IA, de la voiture autonome ici, dans ce cas précis, va dépendre du point de vue sur lequel on se base. On n'aura pas la même vision, la même éthique ou la même morale qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Chine. Et ça peut être un peu perturbant, mais il faut l'appréhender aussi. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'on sera un jour capable de se mettre tous d'accord dans le monde autour d'une règle éthique à appliquer pour l'IA? Je ne suis pas sûre. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait dire cette règle éthique s'appliquera à vie, s'appliquera dans 10, 15, 20 ans, 30 ans? Je ne suis pas sûre. Il y a 50 ans, les homosexuels, on les écrasait. On aurait dit ça. Et aujourd'hui, c'est impossible de pouvoir penser comme ça. C'est vraiment des perceptions qu'on peut avoir à un moment donné qui évoluent avec le temps, avec notre évolution, mais aussi avec la culture qu'on a développée au fur et à mesure. Donc, c'est très important de comprendre que on ne peut pas faire le choix. C'est pas nous, c'est pas la personne qui va mettre en place forcément l'IA de faire un choix. Mais il faut se poser la question. Il faut se poser la question de savoir comment on va appréhender ce problème. Le point est de se dire pourquoi ne laisserait-on pas la personne qui conduit, au final, décider de ce qu'elle veut faire? Après tout, dans la vie réelle, au quotidien, quand on a un accident aujourd'hui, au final, c'est la personne qui conduit le véhicule qui est maître de ce qu'elle fait. On peut se poser la question. J'aurai pas de réponse ici ce soir. Mais c'est une piste de réflexion qu'il faut vraiment avoir comparée à l'environnement de l'intelligence artificielle, car toutes les questions se posent comme ça. Et il faut se mettre à la place des vies qu'on pourrait ou pas enlever, en fait. Hein. C'est un choix assez difficile à prendre. Alors, on va parcourir brièvement les deux types d'IA qui sont possibles, on va dire, par notre vision aujourd'hui. On définit une IA faible et une IA forte. Alors, l'IA faible, c'est quoi? L'IA faible, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, partout. Principalement, c'est celle qui apprend. C'est le machine learning. C'est celle qui va apprendre au jeu de Go, au jeu de dames. C'est celle qui apprend au fur et à mesure. C'est celle, comme la voiture autonome, qui va suivre les traces qu'on lui dit de suivre. C'est l'IA qui est capable d'être aussi journaliste. Alors, pour la petite histoire, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits aujourd'hui par l'IA. Tout ce qui concerne certains articles concernent le sport,
certains articles économiques aussi, puisqu'on se base sur différents indicateurs qu'on trouve à Bloomberg financier, etc. Et donc, la machine qui lit toutes ces informations arrive à réécrire un nouvel article, puis c'est aussi utilisé pour écrire des rapports d'entreprise. Parce qu'après tout, un rapport d'entreprise, c'est assez basique aussi, et finalement, l'analyse, elle est assez simple, et donc, la machine arrive à apprendre et à réécrire ces rapports. Alors, l'IA forte, vous me direz, qui sait ce que c'est? Quelqu'un peut me dire? Apprendre comme un humain, imiter l'humain, mais c'est même un peu plus que ça. Voilà. Donc c'est savoir analyser une situation, ça c'est ce qu'on fait déjà, savoir analyser les risques, mais surtout savoir prendre une action avec une conscience, savoir si elle est bonne ou mauvaise, avoir des émotions. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'intelligence artificielle forte, on n'y arrivera pas. À côté de ça, il y a d'autres personnes comme Elon Musk, il y avait Stephen Hawking, qui pensent que ça peut arriver et qu'il faut faire très attention parce que cela peut être dangereux et peut même nous tuer. Donc, il faut prendre en compte, je pense, ces différents niveaux d'intelligence artificielle. Je pense que l'intelligence artificielle forte, potentiellement, pourrait arriver, on ne sait pas, mais que ça doit être fait et créé avec des vrais guidelines, pour le coup. Parce qu'effectivement, on peut avoir peur que cela aussi se retourne sur nous. Et donc, essayer bien de connaître, de comprendre comment ça fonctionne et d'essayer de cadrer ces choses. Alors, on peut se demander donc s'il existe aujourd'hui des lois, des chartes ou des labels pour régler ces différents problèmes qu'on a pu aborder. Alors, aujourd'hui, on va dire depuis un petit moment, il y a un célèbre scientifique et romancier donc, qui s'appelle Isaac Asimov, américano-russe, qui a écrit en 1942 différents livres de science-fiction, dans lequel notamment, dans un, il a abordé les lois de la robotique. Et donc il a édicté 3 grandes lois principales de la robotique, qui ne régissent pas aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais qui sont là à prendre comme information, et comme peut-être aussi un premier point de base. Sachant que les 3 lois, en fait, elles ont été résumées en une seule qui prévaut pour toutes, qui est la loi 0, qui est un robot ne peut nuire à l'humanité ni laisser sans assistance l'humanité en danger. Donc on va dire que ça s'approche vraiment de ce qui pourrait régir l'intelligence artificielle forte dans le futur. Donc ça c'est très bien, ça existe, mais aujourd'hui ça ne nous concerne pas des masses. Alors, il y a différentes actions qui sont faites par différentes associations. Aujourd'hui, là, il y avait Data for Good qui a mis en place un serment d'Hippocrate pour data scientist, donc selon différents critères qui intègrent donc intégrité scientifique, équité, transparence, rigueur, responsabilité et indépendance. Ça a le mérite d'exister.
c'est bien. Vous pouvez aller dessus, vous pouvez le remplir, le signer et vous engager à suivre ces règles-là. Mais est-ce que, finalement, qui c'est qui va vérifier que vous les appliquez bien une fois que vous les avez signés? Personne. On laisse le libre choix aux gens aujourd'hui de décider de ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle. Au niveau de l'Europe, au niveau, on va dire, un peu plus réglementaire, il y a une charte éthique qui a été définie, donc qui s'apparente plus à des règles qui sont reprises, on va dire, des systèmes judiciaires en place, qui sont, voilà, le principe de respect, non-discrimination, qualité, sécurité, transparence, neutralité, intégrité. Ça, ce sont des règles qui ont été reprises par la Commission européenne pour définir une charte de base qui est encore en discussion aujourd'hui. Pareil, ça a le mérite d'exister. C'est pas folichon, mais bon, c'est là. Donc il y a des projets qui existent donc sur un projet de certification. Est-ce qu'on peut ou pas certifier un code, une machine, une intelligence artificielle? Est-ce que ça peut être certifié, oui ou non? Selon quels critères? Et il y a des entreprises qui se créent pour donner des labels. Des labels, on va dire, sur le bon algorithme, définis selon différents critères. C'est intéressant, ça permet d'avancer. C'est un premier travail pour réfléchir dessus, sur l'autonomie, voilà, la non-malfaisance. Est-ce que c'est structurant ou pas? Est-ce que ça permet de piloter ou pas, de diriger ou pas? Donc, c'est des questionnements qui sont intéressants à avoir. Et alors, vous me direz, et ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une idée du côté chinois, au niveau des BATX, au niveau des GAFA? Est-ce qu'il y a des programmes, des discussions qui sont établis? Vous pensez qu'il y en a? Oui, non? Non? Mais en fait, c'est compliqué, parce qu'on rentre dans tout ce qui est très politique à ce niveau-là. On a vraiment deux entités qui s'affrontent au quotidien, et derrière, on a aussi des personnes, des employés. Je prends l'exemple de Google. Les employés de Google se sont mis un peu vent debout, on va dire, pour arrêter Google dans la mise en place d'un projet lié au Pentagone pour la revente d'images avec des drones, pour l'utilisation vis-à-vis de la guerre et de la défense vraiment armée. Et donc là-dessus, les employés ont dit stop, on ne veut pas. Donc Google a arrêté ce programme et a essayé de mettre en place un groupement d'éthique. Alors le groupement d'éthique, il n'a pas tenu longtemps. Je ne sais pas s'ils ont recommencé l'essai ou pas. Le fait est qu'ils avaient des personnes un peu trop conservatives dans ce groupement, un peu trop de l'autre côté. Ça fait que ce groupement éthique qu'ils avaient mis en place a explosé au bout d'un mois. Donc aujourd'hui, je ne sais pas trop où ils en sont. Ce qu'on peut savoir, c'est que Facebook, on a vu un petit peu avec Mark Zuckerberg devant le Sénat, qui se faisait questionner. Donc ça commence à poser question, là-bas aussi. Côté Amazon, il n'y a pas de point là-dessus. C'est strictement un non-point. Le sujet n'est pas du tout abordé et ça ne les concerne pas. Par contre, du côté chinois, ils se sont posé la question pour une seule chose.
c'est parce que ça rentrait dans les discussions politiques avec les États-Unis. Donc ils se sont posés, ils sont venus avec un point sur l'éthique, en disant nous allons appliquer certaines règles comme l'Europe a défini. Ils l'ont juste dit. Hein. Et pour pouvoir appuyer politiquement par rapport aux États-Unis. Pour pouvoir dire, on va mettre en place des règles, on va commencer à travailler avec vous, on est gentil. Bon. Le fait est que la personne qui s'occupe ou qui a amené ce point-là, c'est Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Chinois, il est à Pékin, c'est un très grand investisseur dans l'intelligence artificielle. Et Kai-Fu Lee, c'est un ancien de Microsoft et de Google, je crois, je ne sais plus. Enfin, un ancien qui a travaillé longtemps chez Microsoft. Et donc, on peut dire qu'il est à la fois juge et partie. Et le fait qu'il soit dans cette définition d'approche éthique en Chine vis-à-vis de la réglementation avec les États-Unis, on peut trouver ça plus ou moins intéressant ou louche. Voilà. Donc ça, voilà, il faut avoir en tête que les géants des deux côtés, effectivement, on ne peut pas dire qu'ils font beaucoup de travail vis-à-vis de l'éthique. Je ne sais pas combien parmi vous ont des petites Google Home à la maison, ou Google Box, ou des petites choses comme ça. Vous en avez? Vous dites « Ok Google ». Ouais? Non? Moi j'en ai une. J'en ai une dans ma cuisine parce que le matin, j'arrive, je dis « Ok Google, mets-moi la radio ». Et je suis contente. Par contre, « Ok Google », je la débranche le soir quand je rentre, quand je veux avoir des discussions tranquillement dans ma cuisine. Parce que il faut être conscient, je pense, que la machine, elle est là pour vous aider, mais à un moment, il faut savoir l'enlever et la couper, parce que ce n'est pas forcément votre ami tout le temps, surtout si elle est si elle fait partie du développement d'une de ces grandes firmes. Alors, à contrario, tout ce qui est... moi, ce que j'aime bien sur Google, donc utilise toutes nos données, hein, on le sait, lit tous nos mails, on le sait, puisqu'il arrive, quand on écrit un mail, à nous proposer directement des publicités intéressantes directement dans la page suivante. Mais ce qui est bien, c'est que quand je fais des recherches, voilà, quand je tape Python sur le moteur de recherche, il ne va pas me proposer des serpents, mais il va me proposer des articles liés au code Python. Pourquoi? Parce qu'il me connaît. Parce qu'il sait les recherches que je fais. Je ne suis pas animalière, donc il ne va pas me présenter des serpents. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que Google, oui, il m'aide, il est utile. Donc, moi, Google, je veux bien le garder de cette manière-là. Mais par contre, je ne veux pas qu'il soit intrusif dans ma vie. Donc, il faut vraiment avoir et mettre une limite. Il faut savoir juger vous-même de ce que vous voulez donner ou pas, et de ce que, pareil, au niveau professionnel, vous voulez mettre en place ou pas, pour aider, pour développer des entreprises, parce que chaque chose que vous allez développer va engendrer forcément quelque chose derrière. Alors, derrière, ça peut être utilisé à bon ou mauvais escient. C'est un petit peu le point que j'avais, dernier point, on va dire, comment on fait, au final. C'est ce que je disais, chacun doit prendre sa part de responsabilité. Chacun, en tant qu'individu, dans sa vie personnelle, doit comprendre qu'aujourd'hui, on est déjà entouré par l'IA et qu'il faut prendre conscience et savoir l'utiliser à bon escient. Alors, bon escient, c'est vague, et vous me direz, le bon escient pour moi ne sera pas le même le bon escient pour quelqu'un en Chine, mais cela vient de la responsabilité individuelle. Pareil au niveau professionnel, dans votre entreprise, votre prochaine entreprise, il faudra se poser la question, comment ce que je vais créer ou mettre en place ou utiliser va être compris, va être utilisé derrière.
Donc c'est important de se poser ces questions. Et c'est en tant qu'individu, je pense, qu'on peut répondre à ces questions. Donc je pense qu'on peut travailler, c'est chacun qui doit travailler sur ces questions, chacun qui doit savoir appréhender les sujets, les comprendre. Et c'est pour ça que ces thèmes d'éthique et ces thèmes d'intelligence artificielle, c'est génial et c'est super important qu'on les aborde avec vous et avec tout le parcours que vous allez avoir avec les différentes sessions d'IA. Mais je pense que c'est aussi très important que ça soit dès le plus jeune âge. Et ça devrait être appris, être conscientisé dès les petites classes pour les enfants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde y est soumis. Donc tout le monde rencontre l'intelligence artificielle partout. Et même les personnes âgées devraient comprendre l'impact que ça a chez eux, avec potentiellement, prochainement aussi en Europe, des robots qui vont venir les aider de plus en plus dans leur vie quotidienne. Et peut-être aussi les isoler vis-à-vis du monde extérieur. Il faut prendre conscience que plus on va rajouter d'IA, plus il va falloir avoir aussi de contact humain avec les gens. Et quand je dis que c'est indispensable de s'entourer d'experts, d'échanger et de lire, c'est pas parce qu'on est sur le code toute la journée, c'est pas parce qu'on fait du numérique, de l'intelligence artificielle toute la journée, que ce n'est pas important d'échanger avec des experts de certains domaines, d'échanger avec différentes personnes qui vont venir en contradiction avec vous, et surtout de lire et de vous documenter pour construire votre propre libre arbitre. Et ça, c'est très important. Parce que si vous vous fiez à n'importe quelle recherche ou quelle intelligence artificielle, vous allez avoir d'office aujourd'hui des réponses qui vont être biaisées parce qu'aucune n'est aujourd'hui corrigée. Donc il faut prendre conscience que toute réponse que vous pouvez avoir de Google ou on va dire dans le fournisseur X lambda qui va vous fournir des réponses automatiques, toutes ces réponses peuvent être biaisées. Donc voilà, il faut juste en avoir conscience et je pense que à partir de ce moment-là, on est des personnes plus avisées qui pouvons mettre en place nous-mêmes nos guidelines. À côté de ça, voilà, les échanges qu'il y a entre différentes personnes peuvent construire beaucoup de choses. Ça peut permettre d'appréhender le sujet. C'est vraiment voilà, une co-création, j'ai envie de dire, qu'il faut avoir dans cette construction d'éthique et de morale qui doit être mis en place vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je voulais revenir sur un point, c'est au niveau de... Il y a deux personnes que je regarde assez souvent, en fait, qui sont, on va dire, quelqu'un qui parle beaucoup, qui adore s'exprimer sur le sujet, donc c'est Laurent Alexandre, hein, qui intervient sur des questions d'intelligence, on va dire, générale et de démocratie. Et Aurélie Jean, qui est une scientifique française qui a travaillé pour Bloomberg et qui a créé aussi une entreprise qui est là pour accompagner les entreprises dans l'éthique aussi. Et ces deux personnes ont un peu aussi des avis un peu différents et tranchés, c'est ça qui est intéressant. Aurélie Jean a émis l'hypothèse que nous, en Europe, pourquoi on ne serait pas aujourd'hui finalement les petits poussés qui mettent en avant cette éthique vraiment par rapport à tout ce qui est moteur de recherche. Alors aujourd'hui on a Quant, mais pourquoi pas dans le futur pouvoir entre guillemets payer un minimum par exemple, donc elle suppose que pourquoi pas on serait peut-être prêt à payer 1 € par mois pour pouvoir dire mes données elles sont uniquement à moi et personne ne les utilisera. Donc, c'est peut-être la piste qu'on peut avoir aujourd'hui en Europe, c'est pouvoir se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas nous construire des modèles d'intelligence artificielle qui soient plus éthiques, quitte à ce que ça soit rémunéré d'une certaine façon. À côté de ça, on a Laurent Alexandre qui part complètement dans l'autre sens, et lui qui dit, bah, pour l'Europe, c'est loupé.
Parce qu'en Europe, avec les politiques qu'on a, c'est zéro. Et donc au final, entre les BATX et les GAFA, nous, on n'existe pas. Et de toute façon, on est voué à être rien du tout au milieu de tout ça. Donc c'est un petit peu la réflexion que je vous proposerai. C'est un petit peu de réfléchir à ces différentes positions et à savoir qu'est-ce qui pourrait être mis en place, à votre avis, en Europe, pour pouvoir avoir une intelligence artificielle morale et éthique, tout en laissant se développer un marché d'entreprise qui puisse avoir aussi sa place sur le monde, on va dire. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, j'aimerais aborder aussi d'autres sujets, j'en ai quelques-uns. Traditionnellement, question pour une Merci. réponse. On fait une séance de questions-réponses. Certainement, il y a des questions. Dans le micro. Posez des questions. Sinon, je vais commencer moi-même. J'ai une question en recherche. On regarde l'aspect explicabilité de l'intelligence artificielle, des résultats que l'on obtient. Ouais. Et donc, on pourrait dire, si on arrive à expliquer ces résultats, par exemple en médecine ou dans d'autres domaines, bon, ça donne quand même, ça peut donner une justification, une certaine éthique. Peut-être. Donc, où en est-on aujourd'hui à ce niveau-là? Et donc, bon, c'est pour amorcer le débat. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, au niveau de la médecine et au niveau de la recherche proprement dite, effectivement, on peut expliquer les choses et donc on peut se baser là-dessus pour pouvoir donner une explication morale pour dire je fais ça dans tel but. Mais alors on peut se poser la question aussi, est-ce que au niveau finalement au niveau génique, quand on avait copié la brebis, on avait essayé de dédoubler la brebis, je sais plus, il y a quelques années, cloner la brebis, est-ce que on peut se poser la question de l'éthique, faire le parallélisme par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que on peut appliquer on avait décidé que le clonage n'était pas possible sur les humains et que les Chinois s'étaient vantés qu'ils pouvaient le faire. Au final, je ne suis pas sûre qu'ils l'ont fait, a priori à ma connaissance. Donc, on peut... Je crois qu'il y a quelqu'un derrière. Donc, au final, on peut se poser la question est-ce que l'intelligence artificielle va dans la même lignée au niveau que ce soit au niveau de la médecine ou au niveau de autre chose? Mais est-ce qu'on va dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, même en recherche, on va se limiter, même si on peut les expliquer par un certain phénomène? Voilà, ça c'est un petit peu la base. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avec l'intelligence artificielle et l'IA qui va se développer de plus en plus forte, on va pouvoir aller vers le transhumanisme. Et donc c'est la question de se poser, est-ce que vous accepteriez, vous, en tant qu'humain, de vous mettre une puce dans le corps pour pouvoir être plus fort, pour pouvoir faire des calculs super rapidement, soulever des charges super fortes. Et donc il y a tout un courant de pensée, on va dire transhumaniste, qui est prêt aujourd'hui à dire, ben voilà, nous, on accepte dans le futur que l'IA entre dans le corps des hommes pour pouvoir les faire évoluer de plus en plus. Voilà, il y a toute cette question aussi éthique vis-à-vis de l'IA, vis-à-vis du développement humain. Voilà. Donc c'est des questions qu'on peut aussi se poser.
Merci, bonsoir. Ça. Ma question se pose beaucoup plus sur le comment. Aujourd'hui, l'éthique s'interroge toujours sur l'utilisation des données ou bien l'utilisation de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner la question beaucoup plus sur la création des algorithmes autonomes? Comment donc, dès la création déjà, bloquer les algorithmes qui ne sont pas, d'un point de vue humain, utiles ou bien utiles pour les procédés réglementés selon les valeurs humaines que nous défendons? On se pose toujours la question de comment les utiliser, mais peut-être sont déjà créés. Pour la création déjà, est-ce qu'il n'y a pas ces questions-là qui se posent? Si, tout à fait, oui, ça se pose bien, puisque je crois que c'est Microsoft ou Google qui a essayé de créer des algorithmes qui vont vérifier si les algorithmes créés ou générés ne génèrent pas eux-mêmes des biais. Donc il y a un pseudo-autocontrôle qui essaye d'être construit sur la génération de l'algorithme. Aujourd'hui, ça essaie de se faire. Maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à Google ou Microsoft pour créer ces contrôles d'algorithmes, vu comment ils rentrent dans ces biais économiques aussi? Alors, c'est toute la limite de la chose, mais effectivement, c'est un point de vue, et pourquoi pas développer des contrôles, voilà, pourquoi pas mettre en place, oui, des algorithmes externes qui vont venir checker, coder la création de code et de modèles, oui. C'est un point important à aborder. Et cela va aussi dépendre du point de vue, puisque vous parlez de savoir définir l'algorithme par rapport à la morale ou à l'éthique qu'on s'est fixée. Alors, c'est la morale d'aujourd'hui, ou c'est la morale de demain, ou c'est la morale d'autres personnes. C'est toute la philosophie qui rentre derrière, et toute la légalité, j'ai envie de dire, le droit qui rentre aussi en question. C'est beaucoup plus large que d'écrire techniquement un algorithme, je pense. Oui, il y avait aussi une deuxième question. Par rapport au tout début, vous parliez de 3 entités en place pour que le débat soit plus instructif, je vais dire ainsi. Un scientifique, un philosophe et un juriste. Et dans les entreprises qui sont, je vais dire, créatrices d'intelligence artificielle, est-ce que ces 3 entités sont en place lors de la définition de tels projets? Et comment est-ce que les gouvernements et les autorités en place régulent tous ces procédés-là? Alors, dans les entreprises aujourd'hui, il y a 2 de ces entités, qui sont en général les juristes et les développeurs, les data scientists, les générateurs de code. Donc, il y en a 2, il en manque un qui est entre guillemets, le philosophe. Est-ce que le philosophe a sa place dans une entreprise? C'est la question à se poser. Il peut intervenir, je pense. Ça serait très intéressant que parfois, sur des intelligences artificielles poussées, le philosophe rentre en tant que justement cet expert qui vient aussi aborder des sujets un petit peu plus globaux. Après, au niveau de l'Europe, au niveau du gouvernement, il n'y a a priori à la base aucun contrôle qui est fait, à part celui de la réglementation du RGPD aujourd'hui, légalement, qui doit être en place, sur laquelle on peut se retourner. Mais aujourd'hui, il y a le gouvernement, sur l'intelligence artificielle proprement dite, n'a a priori rien à dire ou à faire tant que cela, on va dire, reste dans les règles que nous avons aujourd'hui dans un pays démocratique. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, donc vous êtes CEO d'une entreprise finalement dans la data science. Est-ce que vous avez finalement déjà un certain développement éthique de votre côté et à quel niveau, jusqu'à quel point? Alors, on n'est pas aujourd'hui rentré. En fait, oui, enfin, pour ma part, en tant qu'entreprise, je base aussi mon entreprise sur un développement éthique. La question, comme on l'a abordée ici, vis-à-vis de la potentialité de la mort d'un individu, ne s'est pas posée aujourd'hui, puisqu'on rentre sur des procédés plutôt d'optimisation au niveau du marketing, au niveau de la maintenance,
Donc aujourd'hui, on fait entrer ces procédés de data science / IA machine learning, on va dire, qui rentrent aujourd'hui dans des process plus business. On n'attaque pas forcément aujourd'hui, au sein de mon entreprise, on ne rentre pas aujourd'hui dans vraiment des techniques d'IA de manière d'outils autonomes ou d'apprentissage de la parole ou des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, mon éthique, j'ai envie de dire, oui, j'ai une éthique au sein de l'entreprise, mais elle est assez facile parce que finalement, elle n'engendre pas aujourd'hui forcément, on va dire, des pertes humaines, même si au niveau marketing, il faut qu'on fasse très attention sur ce qu'on utilise. Je travaille sur des données, les personnes avec qui je travaille aussi, on travaille sur des cas aussi au niveau RH, des ressources humaines, où potentiellement on essaye de mettre en place pour de l'absentéisme, on va dire, global pour l'entreprise, de savoir quand est-ce que les managers vont avoir un fort taux d'absentéisme dans leur équipe. Ça, on essaye de limiter pour pas mettre un pourcentage d'absentéisme ou un potentiel d'absentéisme sur une seule personne. Voilà, le taux d'absentéisme va se mettre sur un groupe minimum de certaines personnes pour ne pas cibler la personne proprement dite. Et ça, c'est lié au RGPD, mais c'est lié aussi à certaines règles que l'entreprise doit se fixer de manière globale en tant que client ou en tant que prestataire, qui doit être soumis et dans lesquelles les règles d'éthique aussi rentrent dans ce cas-là. Merci. Merci. Oui. Dans le cadre du projet justement que vous venez de décrire, admettons qu'il y ait des équipes un peu plus âgées, des équipes où il y a plus de femmes que d'hommes, etc. Et tout d'un coup, l'algorithme dit « Ah ben tiens, comme il y a davantage de personnes âgées, la probabilité qu'il y ait des personnes absentes est plus élevée, ou les femmes entre 20 et 30 ans risquent d'être plus absentes, etc. » Est-ce que c'est éthique ou pas comme conclusion? C'est la question à se poser. Je dirais que tant que ça ne porte pas atteinte à l'individu qui travaille, je pense que ça potentiellement on reste dans l'éthique. Ça c'est mon point de vue, ça pourrait être le point de vue de quelqu'un d'autre qui soit différent. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cadre-là, l'algorithme est utilisé non pas pour potentiellement, j'ai envie de dire, virer les gens, mais c'est pour anticiper les besoins d'embauche d'intérimaires. Donc c'est pour prévoir le planning à l'avance, pour pouvoir, dans les 4 semaines qui suivent, pour pouvoir dire je vais avoir besoin d'intérimaires à ce moment-là, et pouvoir anticiper la formation des intérimaires et l'apprentissage pour que ça aille beaucoup plus vite sur les chaînes de montage. Après, si effectivement cet algorithme est utilisé pour aller mettre à la porte ces gens-là, là, on pourrait se poser la question. Ça pourrait être interprété comme, oui, un manque de morale ou d'éthique. Voilà, donc toute la limite est à ce niveau-là. Mais c'est comme, vous devez connaître l'exemple d'Amazon qui utilise donc son IA pour pouvoir balayer tous ses CV, pour pouvoir faire remonter uniquement les personnes qui sont potentiellement intéressantes pour tel ou tel poste. A priori, c'était des data scientists, et donc toute la base de données, vu que les data scientists en place à ce moment-là étaient que des hommes, toute la partie féminine de la base de données de CV qui avait été reçue a été rejetée. Et donc ils en ont pris plus ou moins conscience, et donc ils ont essayé de rectifier l'algorithme pour que cela prenne d'autres paramètres en compte. Il y a différentes choses au niveau des algorithmes effectivement qu'il faut mettre en place, et c'est pour ça que un algorithme, pour moi, il est mis en place à un moment donné sur l'apprentissage de certaines données, mais il y a une analyse continue qui doit être faite quand même derrière pour savoir comment va se comporter l'algorithme au fur et à mesure des runs, au fur et à mesure de l'apprentissage.
est-ce que l'algorithme que j'ai défini à un instant T, avec le set de données que j'avais, est-ce qu'il va bien se comporter avec mon nouveau set de données et comment il va continuer son apprentissage. Donc je pense que c'est une surveillance à mettre en place aussi en continu. En fait, je me pose une question, j'ai un peu du mal à la poser, c'est parce que la plupart des biais que vous exposez, ils existent déjà chez les humains. Oui, tout à fait. Mais par exemple, si on prend le cas de la voiture, quand j'ai eu mon permis, on m'a pas demandé est-ce que ma manière de conduire elle est éthique ou pas. Non. Je me demande pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle a souvent parlé de l'éthique là-dedans et pas de l'éthique chez les êtres humains ou de la personne ou la façon dont on travaille simplement. Bon, on travaille. Oui, mais je pense que si a priori on regarde chaque entreprise a des règles, a mis en place des règles. Donc je pense qu'effectivement, quand on passe en permis, on ne demande pas si oui ou non on a une éthique, mais on apprend d'une certaine manière pour dire qu'il y a des choses à faire ou ne pas faire. Je rebondis un petit peu en sens inverse sur le point, c'est que par exemple une voiture autonome, on dit que c'est limité à 50 km/h. Est-ce que le jour où votre femme est enceinte, prête à accoucher, est-ce qu'il faut respecter le 50 km/h? Est-ce que quand je suis dans une voiture autonome demain qui est limitée à 50 km/h parce que le panneau dit 50 km/h et que sa femme va accoucher et qu'il faut vite aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la femme accoucher dans la voiture? Ou est-ce que voilà, donc tout le dilemme est là. Je pense que effectivement, en tant que personne, on n'apprend pas à avoir une éthique quand on passe son permis, mais il y a des règles qui sont là aussi pour être... Alors certains diront, les juristes diront, les règles sont là aussi pour être utilisées et dépassées par certains moments. Et donc, voilà, c'est toute la nuance que l'humain apporte là-dedans, en fait. Hein. Et c'est pour ça que je pense qu'une IA bien développée, c'est avec un humain qui a de fortes connexions entre chacun, en fait. Hein. C'est pas je suis pas pour l'IA de manière automatique et rédhibitoire. Je pense que ça risque de nous détruire, au contraire. Mais je pense qu'il faut justement... par l'humain, accompagner l'IA pour que ça nous aide et ça facilite la vie. Voilà. Je réponds pas tout à fait, mais voilà. Je voulais juste rebondir sur ce point, justement, sur la question qui a été posée. Est-ce que la différence entre l'humain et la machine, c'est pas la responsabilité qu'a l'être humain sur ses décisions? Ce qui fait qu'on a tout intérêt à se comporter de façon éthique, sinon qu'est-ce qui se passe? Sinon, voilà, qu'est-ce qui se passe sur la décision qu'on a prise? Est-ce que les gens vont reconnaître cette décision comme étant bonne ou mauvaise? Voilà. Et donc on va être jugé, donc voilà. On va être plus ou moins mal vu, on va être... donc chaque être humain s'impose sa propre éthique, sa propre morale, par sa culture, et c'est là qu'on rentre dans l'aspect un peu philosophique finalement, hein, puisque chaque être humain et chaque personne va définir lui-même de ce qui est moral ou pas vis-à-vis du regard des autres, de son groupe, ou vis-à-vis de lui-même. Du coup, au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de la responsabilité de ses actions? Exactement. À qui retombe cette responsabilité? Parce que l'algorithme, la pire des choses qui puisse lui arriver, c'est qu'on le grille et qu'on le supprime. Oui, voilà. Mais exactement, c'est je pense quelque chose sur lequel oui, il faut voir la chose, je pense. Merci. Deux questions. Nous invitons tous ici au sous-sol pour le faire. Il ne faudra pas se monter, il faudra faire preuve d'intelligence, parce qu'il y a deux verres simultanés.
un cours de soutenance de thèse, en parallèle. Et ici, à Damasque, moins un autre mail pour cette séance séminaire. Un grand merci encore. Merci à vous, j'étais ravie. Merci à vous tous.